Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipale, départementale, régionale, Droits citoyens s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droits citoyens, le média libre et citoyen. Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes en direct. Il est 20h45, Droits citoyens, l'émission Vote ta France. Et aujourd'hui, nous recevons l'équipe de demain Saint-Etienne ou Saint-Etienne demain. Ah ouais, je me trompe tout le temps. Je suis un peu énervé parce que c'est la 3e fois qu'on lance le direct. Et il faut savoir, c'est que le son est indépendant de notre volonté, ça nous concerne pas. Nous, on passe par un professionnel broadcaster à qui on envoie le signal et c'est redistribué sur les serveurs de Facebook. Donc, c'est pas nous qui gérons les codecs audio, c'est Facebook. Et quand on fait des tests sur notre page test, ça se passe très bien. Et quand on lance un direct sur Droits citoyens, il y a toujours du cafouillage. Donc, je tenais à le dire parce que ça commence vraiment à me saouler. D'autant plus que j'avais déjà alerté plusieurs fois Laurent Soli, directeur général de Facebook France sur Twitter, qui refuse de répondre à nos alertes. Et là, ça commence à devenir inquiétant d'être autant modéré alors que notre média est un média comme tous les médias en France qui respecte la loi de 1881. En aucun cas nous portons des diffamations ou nous portons des informations à caractère diffamatoire et violente. Nous faisons de l'information citoyenne. Voilà, ça je tenais à le dire. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le cadre des municipales de 2020, on est à Saint-Etienne, on est en direct. Et cette émission, que vous soyez à Saint-Etienne ou ailleurs, c'est très important parce que moi je souligne toujours le fait est que les municipales, c'est très important pour les citoyens qui vont voter. Pourquoi ? Parce que c'est là où on a une vraie proximité avec les candidats qui seront pour la plupart des conseillers, des adjoints et le maire. Et c'est des gens-là qui s'occupent de notre ville, là où on habite et pour le bien-être justement des concitoyens, de leurs administrés. Donc en tout cas, bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, on va faire le tour de table parce que moi, j'aime pas présenter les gens, je préfère que les gens se présentent eux-mêmes. Très bien, écoutez, Florent Aspel, donc j'ai 30 ans. J'habite le quartier Le Rond-Point à Saint-Etienne et puis professionnellement, je travaille à la préfecture de la Loire. Donc, je vais peut-être pas préciser sur quoi je travaille précisément, mais bon, là, Moi, personnellement, je demande jamais la profession des intervenants. Non, mais il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je suis très fier de travailler dans la fonction publique. Comme moi, je l'ai fait pendant 15 mois contractuel. Dans la fonction publique, donc je tiens à le dire. Je suis pas le seul sur la liste, mais en tout cas, je suis quelqu'un d'engagé puisque je suis aussi engagé syndicalement au niveau de la préfecture et donc ça veut dire que j'ai quand même l'envie de faire avancer les choses, pas seulement au niveau politique, hein, c'est pas pour cette raison que je suis sur la liste. Et pour finir de me présenter, ce qui me semblait important, c'est de dire un peu pourquoi je me suis engagé aujourd'hui, parce que je suis pas dans un parti politique, même si je suis engagé syndicalement. Déjà, la première chose, c'est que je suis très attaché à Saint-Etienne et puis à cette ville, à cette région, à même une métropole, parce que je suis né à Saint-Chamond. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de sortir un peu de l'indignation seulement. De se dire, il n'y a pas de place en crèche. De se dire, par exemple, en centre-ville, ça bouge pas suffisamment, il n'y a pas assez d'animation. À un moment, voilà, on se dit, est-ce qu'on reste spectateur ou acteur ? Donc, pour moi, ça m'a semblé être peut-être le bon moment. C'est pas venu comme ça a pris un peu de temps. Mais de se dire, il faut franchir une nouvelle étape. Et pour être acteur, l'élection municipale. Puis ensuite, si on est élu, être aux responsabilités, c'est une manière de faire changer les choses. Et ça permet aussi, même si on ne l'est pas, d'avoir présenté un programme et dire que y a des citoyens qui sont sans étiquette. Ils sont citoyens sur des listes citoyennes. Parce que justement, les élections municipales, c'est avant tout des élections citoyennes, non pas parce que nous, on parle de politique citoyenne et non pas de politique politicienne qui ne concerne que BFM TV et autres chaînes de médias. En tout cas, au niveau local, on aime bien être proche des gens et les gens, justement, ils aiment bien cette proximité avec leurs élus. C'est l'occasion, en fait, je vais laisser mes collègues aussi se présenter, mais c'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre, quoi. Parce que c'est vrai que dans nos vies, on n'a pas forcément l'occasion, comme ça, de rencontrer des personnes qui sont pas de notre quartier, qui font pas les mêmes professions. Et là, c'est vraiment l'occasion de voir que dans cette ville, il y a vraiment des gens extrêmement différents, qui ont parfois des vies très difficiles. On a fait beaucoup de porte-à-porte, on voit des gens très isolés à Saint-Etienne, ce qui est inquiétant. Et donc, c'est l'occasion aussi de connaître cette ville. Alors, quel que soit le résultat, ça aurait quand même eu, je pense, apporté beaucoup, personnellement et collectivement.
Alors on va partir du côté de droit de la table. Allez. Donc moi je m'appelle Laetitia Valentin, je suis aussi colistière sur la liste de Saint-Étienne-Demain. J'ai un peu plus de 40 ans. Ça se voit pas. Voilà, je vais pas trop préciser. Je suis stéphanoise, je suis née à Saint-Étienne. Je vis à Saint-Étienne avec mes 3 enfants. J'habite du côté de la fac Jean Monnet, Tréfilerie. Je travaille comme infirmière, mais scolaire, après avoir travaillé quelques années à l'hôpital. Donc, je connais un petit peu la situation de l'hôpital. Et en ce moment, d'ailleurs, je suis avec l'ensemble du personnel. Oui, et moi aussi, je fais un petit salut à mes anciens collègues des urgences. Voilà. Que je sais qu'ils me regardent de temps en temps. Et qui, en ce moment, voilà, sont mobilisés, sont sur le front. Donc, je les salue. Maintenant, je suis en scolaire. Donc, c'est un autre milieu, mais c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pareil, en ce moment, voilà, on a quelques changements. Mais je suis très attachée à la fonction publique, justement, la fonction publique hospitalière, l'éducation nationale. Et c'est à travers ma profession que j'ai eu envie de militer aussi. Je suis non encartée, je suis pareil comme Florent. Et moi, j'ai commencé vraiment à être dans la vie un petit peu plus politique et de mon quartier. Sous le dernier mandat de gauche à Saint-Étienne, donc avant Perdriau, je sais pas si tu connais. Voilà, je l'ai rencontré par inadvertance aux urgences. Voilà. Je dis bonjour d'ailleurs parce que j'ai bien parlé avec lui. D'accord. Après, moi, il y a secret professionnel, mais on s'est rencontrés, mais c'était voilà, on a bien échangé. Moi, c'est Je me suis excusé que je ne connaissais pas les élus de Saint-Étienne. J'ai longtemps habité à Toulouse. Je lui ai fait la liste de tous les élus de Toulouse que lui connaît aussi. Mais je lui dis, je suis vraiment désolé, je vous connais pas. Voilà. Donc je me suis excusé parce que. Voilà. Donc moi, c'est au moment de son mandat que j'ai commencé à être un petit peu plus actrice. Tu parlais d'être acteur parce qu'il avait créé les conseils de quartier. À l'époque, moi, j'habitais le quartier de la Rivière, Bellevue-la-Rivière, et je me suis investie dans ces conseils de quartier. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait être acteur de son territoire, qu'on pouvait même en tant que citoyen entre guillemets apolitique jusqu'à présent, porter des choses collectivement. Donc ça m'a vraiment vraiment plu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'investir un petit peu plus. Et puis à côté de ça, j'avais aussi un engagement associatif que j'ai toujours auprès des personnes exilées. C'est à travers mon travail à l'éducation nationale. Voilà, on en parlera peut-être parce que la liste aussi a des mesures vis-à-vis de cette problématique-là. Voilà pour ma présentation. On parlera plus tard de la reste. Alors, moi, je m'appelle Sandrine Melot. Justement, Sandrine, je voulais savoir, est-ce que se mettre à côté de place, c'est ça? Ouais, parce que comme on la voit de dos, à la limite. Oui. Est-ce que non, mais ça me va très bien. Bon, ok, d'accord. Voilà. Ça sera la voix. Voilà, c'est ça. En tout cas, bienvenue. En tout cas, la semaine dernière, elle était là, mais en tant que comité manager. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on est très polyvalent à Saint-Étienne-Demain. Donc, je suis enseignante en lycée, dans un lycée public à Saint-Étienne, où on s'était d'ailleurs rencontrés une première fois il y a quelque temps. On a fait un reportage par rapport à la réforme c'est ça, par rapport à la réforme du lycée. Donc Enfin, moi, je suis passé là où c'était tranquille. Je suis pas passé la semaine avant où il y avait beaucoup de remue-ménage. Ouais, il y a eu beaucoup de mouvements et beaucoup d'actions au lycée Honoré d'Urfé pour contester cette réforme du lycée, contester les épreuves que les élèves passaient. Et dévaloriser justement le bac de certains lycées. Ouais. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on alerte là-dessus, et là maintenant, c'est en place. Hein. Voilà. Donc je suis enseignante dans ce lycée depuis une quinzaine d'années. J'habite dans le quartier de la Vivarese depuis aussi une quinzaine d'années. J'ai 2 enfants qui sont allés tous les 2 dans les écoles et les établissements publics de secteur. Donc je suis très attachée moi aussi au secteur public, évidemment. Je suis militante syndicale, c'est pour ça qu'on s'était rencontrés justement au lycée Honoré d'Urfé, militante syndicale dans un syndicat enseignant, syndicat majoritaire. Et puis j'ai commencé à militer à Saint-Étienne-Demain, je dirais il y a, je sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça. Alors au départ parce que moi je connais Pierrick depuis longtemps. On était collègues en fait, professeur d'anglais au lycée Honoré d'Urfé, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, il y a 10 ans. Donc je connais ses convictions, ses convictions sincères depuis longtemps, et c'est comme ça que j'ai commencé à militer. Et puis
finalement, je suis restée. Je m'y suis trouvée bien. Et j'essaye depuis de tout faire pour que la liste Saint-Étienne demain arrive aux responsabilités pour améliorer la vie quotidienne des Stéphanois. Alors justement, là, maintenant, on arrive à l'échéance du premier tour. Dans 3 heures, ce sera terminé. Il y aura plus de débat, il y aura plus rien. Là, si on veut juste faire un petit constat, parce qu'on va parler bien entendu du programme, le porte-à-porte et tout ça, comment les gens vous ont accueilli? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir un changement à Saint-Étienne? C'est quelque chose qu'on a vraiment senti tout au long de la campagne, hein. À la fois lorsqu'on tractait sur les marchés, devant les écoles, lorsqu'on a fait du porte-à-porte dans tous les quartiers de Saint-Étienne, lorsqu'on a fait nos 15 réunions de quartier, on a vraiment senti les gens avides de changement. On sent que les Stéphanois en ont assez de la municipalité de Perdriau qui est en place en ce moment. Ils ont envie d'avoir leur mot à dire, ce qui n'est pas le cas avec cette municipalité. Alors que nous, on propose vraiment une démocratie vivante. Voilà, on propose de donner la parole aux Stéphanois. Alors justement, la semaine dernière, on a évoqué la démocratie locale. Alors, je sais pas sur quoi vous voulez commencer en fait. Ah, si on peut peut-être parler de ça, oui. On a parlé un petit peu vous avez parlé la semaine dernière plutôt de la genèse de Saint-Étienne demain. On n'a pas eu trop le temps. Mais peut-être pas du programme vraiment que nous, on voudrait porter sur cette thématique-là. Je voulais juste faire un truc par rapport au fait que l'enseignement, c'est très important parce que il y a le bac, ces jeunes qui passent le bac, qui vont avoir 18 ans, qui vont être étudiants. Il y a aussi la réforme étudiante avec le rapprochement, la fusion possible entre Jean Monnet et l'université de Lyon. Ces jeunes là aujourd'hui, ils ont 16 ans. Est-ce qu'ils ont envie de voter? Est-ce qu'ils ont envie de participer justement à cette vie locale, en disant que nous, c'est pas normal qu'on doit subir et que nous aussi on a envie de participer à des élections pour faire entendre notre voix? Alors moi, ce que je ressens au quotidien dans mon métier, ce que les jeunes me disent, c'est que eh bien oui, la vie qu'ils ont en ce moment, ça ne leur plaît pas, mais finalement, à quoi bon voter? Voilà. Les politiques, c'est tous les mêmes, donc ça ne sert à rien. C'est un discours un petit peu défaitiste que j'entends au quotidien. On les décourage avant même d'aller voter. C'est aussi une génération qui est très inquiète. On leur met ils ont beaucoup de pression sur les épaules depuis plusieurs années déjà. Alors ça vient aussi beaucoup des réformes scolaires, hein. On a eu la réforme du collège il y a quelques années en 2016 qui a fait beaucoup de mal. Voilà. Et c'est pas la droite qui l'a faite, hein. Et puis on a eu cette réforme là qui nous est tombée dessus. Donc là c'est vraiment une réforme aussi qui est faite sans concertation. Non. Alors la communication ministérielle, c'est de dire que ça fait 2 ans qu'ils concertent, hein. Bon, nous on n'a jamais été concertés. Voilà. Donc non, c'est sans concertation. C'est des injonctions qui arrivent du sommet et qu'on est sommé justement d'appliquer. Donc c'est une génération très inquiète avec Parcoursup aussi également, hein. Oui. Justement, voilà. On est en plein dedans là. Je voulais juste préciser à ceux qui nous écoutent, en tout cas qui nous regardent sur Facebook Live, si vous avez des choses à dire, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas en tout cas, puisqu'on n'a pas dit, mais il y a François Boyer, c'est ça le nom? Ouais, c'est parfait. Qui s'occupe de regarder un peu ce que vous faites, qui est colistier de la liste Saint-Étienne demain et qui est là justement pour nous alerter si vous avez des questions. Voilà. Alors nous, pour l'éducation au niveau de la municipalité, c'est pas l'enseignement secondaire qui nous concerne, c'est plus les écoles primaires, les écoles élémentaires. Voilà. Donc on a des choses à proposer pour l'enseignement primaire. Je vais rebondir sur ce que disait Sandrine, parce que tout à l'heure je parlais un peu d'une indignation. Ça fait à peu près donc un peu plus d'un an que je suis papa, et c'est vrai que j'ai découvert, c'est quelque chose quand on n'est pas confronté ensemble. Oui, on découvre quand on devient papa en général. Voilà, auquel j'ai été confronté, tout simplement une place en crèche. Ouais, voilà. C'est ce que je dis à chaque émission. Moi, ça fait 20 ans que j'entends parler de ces problèmes de crèche. C'est dingue. Non, mais c'est des choses, c'est vrai, quand on n'est pas confronté à c'est un vrai problème, quoi. On a un travail, alors on vous dit que si votre conjoint n'a pas un travail stable, ça va être compliqué pour avoir une place. Ils auraient dû vous y prendre avant même de concevoir l'enfant. Bon, c'est réservé. Un peu, voilà. Application mobile. Alors, moi ça va, je travaille dans l'administration, alors remplir des dossiers, ça je peux le faire.
c'est pas un souci, mais c'est pas une contrainte. Mais derrière, malgré tout, on se rend compte que c'est de l'attente et puis on se dit mais comment on va faire? Puis si après vous perdez entre-temps, l'un perd son boulot, on retrouve un, c'est une situation. Enfin, normalement, un service public devrait amener une sécurité. Voilà, devrait amener une sécurité et là, éviter le stress de que ça génère. Voilà, et on se dit à quoi bon, mais finalement à quoi bon aller au boulot, quoi. On se dit mais parce que derrière aussi c'est des frais, on dirait pas comme ça. Mais alors certains disent qu'il y a la CAF qui paye, etc. Mais faut quand même derrière mettre de l'argent. Je sais pas, à un moment, moi, ma fille, pendant 2 jours, elle était à la crèche. Bon, fallait quand même sortir 200 et quelques euros par mois. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et on n'a pas des salaires mirobolants dans la fonction publique. Hein, voilà. Donc, contrairement à ce que les gens pensent. Loin de là. Donc, quand on voit cette situation, on se dit, mais alors comment faire? Effectivement, Sandrine l'a dit, c'est une compétence qui relève d'une municipalité. Donc là-dessus, on se dit, mais il faut faire quelque chose. Quel est le problème? Il y a un problème d'offre, tout simplement. Il n'y a pas assez de place. Mais ça, tu l'as dit, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'on le dit. Et quand on parle aussi de bien vivre dans une ville, de qualité de vie et aussi d'attractivité, parce que le maire de Saint-Étienne, lui, il adore parler d'attractivité. Il parle d'investisseurs, de gens qui viennent investir, des entreprises, Google, machin, tout ça. Mais la réalité, c'est une ville n'est pas attractive s'il n'y a pas de place en crèche. On parle de la jeunesse. Comment venir s'installer dans une ville si vous savez pas où mettre votre gamin? Vous pouvez pas le faire garder. Je suis désolé, c'est pas ça. Pour moi, c'est un critère au contraire de non qualité de vie. Par contre, Monsieur Perdriau, il a évoqué le fait qu'ils avaient dû créer. Bon, il y a eu création de classes supplémentaires. Il y a eu un investissement. Ils ont dû mettre en place des moyens, puisqu'il y avait 200 enfants apparemment qui étaient venus s'installer avec leur famille à Saint-Étienne. Donc, on n'est pas capable pour les crèches de mettre en place des moyens. Non, mais il faut pas des moyens comme ça là de temps en temps pour répondre à des situations. Oui. Il faut répondre à des situations d'urgence. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place quelque chose qui est valable sur 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. À l'avenir, on réfléchit pas sur le Saint-Étienne de 2026. C'est pas quelque chose qui est là pour faire de l'argent. C'est un investissement à long terme. Oui. Les gens, quand ils viennent s'installer dans une ville ou qui sont déjà dans la ville et qui vont avoir des enfants, il y a cet aspect justement d'intégration dans la vie, se sentir citoyen, donner envie aux gens de se dire Saint-Étienne, il s'occupe bien de nous, et aussi bien des jeunes que des anciens. Et c'est quelque chose qui devrait exister depuis très longtemps. Oui, mais c'est vraiment une qualité de vie. Je pense que c'est vraiment nous ce qui. Et ça existe dans les pays du Pays-Bas. Hein. Je veux dire là-dessus, il n'y a aucun problème chez eux. Hein. Moi, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est que les gens. Pays-Bas, je me rends comme ça, voilà, mais c'est vrai. Se sentent bien à Saint-Étienne. C'est vrai que là, il y a la problématique des crèches. Il y a d'autres points. Hein. Sur les écoles, justement. Voilà, sur les écoles, il y a d'autres points. Bon, il y a une ATSEM par école maternelle. Ça, c'est une proposition assez forte qu'on porte. Il y a également le retour. Juste une ATSEM supplémentaire. Voilà, si vous voulez juste dire les noms complets, parce que moi-même. Ils savent pas ce que ça veut dire. ATSEM. Je t'en prie. Ce serait gentil. Je t'en prie, Laetitia. Alors, pour préciser, c'est les personnes qui aident les maîtresses dans les écoles, qui sont des aides en fait maternelles et qui sont là parce que les maîtresses, quand elles ont des tout petits, notamment en maternelle, ça fait un petit bruit. Ouais, quand elles ont des tout petits, elles peuvent pas gérer quand il faut emmener un petit aux toilettes, quand il faut un petit est malade, etc. Et puis accompagner les enfants aussi dans le travail scolaire. Et c'est des employés municipaux ces personnels-là. Donc ils sont contractuels. Alors, il y en a des contractuels et puis il y a des personnes titulaires. Non, il y a des personnes qui sont titulaires. Continue entre les deux, je vais changer les piles du micro à chef de Sandrine. Mais il y en a pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment d'ATSEM. Donc, il y en a pas dans toutes les classes. Il y a des écoles qui en manquent cruellement et qui demandent depuis des années d'avoir des ATSEM supplémentaires. Les parents le demandent parce que les parents voient bien aussi que, c'est compliqué pour les maîtresses. Donc les parents d'élèves qui sont en association font des courriers à la mairie, font des pétitions depuis des années et pour l'instant ça bouge pas. Donc nous on a entendu cette demande-là, cette demande de la part des enseignants, cette demande de la part des parents et donc on veut rajouter une ATSEM par école. Ça c'est quelque chose de très important. Alors il y a ce que tu parlais aussi du bien-être. Le bien-être à l'école c'est pareil, c'est quelque chose de très très important. Donc le bien-être c'est une ATSEM supplémentaire, mais c'est aussi des locaux. C'est des locaux qui soient en bon état. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas dans toutes les écoles de Saint-Étienne. Les enseignants, les parents d'élèves demandent aussi à chaque conseil d'école
des rénovations parce qu'il y a des locaux qui sont vraiment dégradés, demande du matériel. Et c'est très très long pour être entendu, c'est très très long pour que les choses bougent. Donc ça c'est. Est-ce que c'est budgété d'une année à une autre? Alors, j'en sais rien comment a fonctionné la municipalité de Perdriau, mais moi je pense qu'on peut budgéter ça même sur plusieurs années. Je pense qu'on peut avoir quelque chose, comme disait Florent, de plus large pour éviter que les écoles soient toujours en demande. Au bout d'un moment, c'est épuisant pour les écoles parce que c'est les directeurs souvent qui portent ça et qui ont déjà des charges de travail énormes et on leur rajoute en plus ça. Donc, oui, et ça me fait penser justement, au mois de septembre, il y a cette directrice d'école qui s'est suicidée. Bien sûr, mais bien sûr, on leur demande de plus en plus d'administratifs. Et en plus, c'est malheureux quand même. Et en plus, ils doivent gérer des défaillances municipales parce qu'on les entend pas et ils doivent se battre pour ça. Donc au bout d'un moment, il faut avoir effectivement un plan beaucoup plus global sur les écoles de rénovation. On peut le penser à l'avance pour qu'ils aient pas à porter ça, quoi. C'est pas eux de porter ça. Et ce cadre pour les enfants, il est primordial. On peut pas demander à des enseignants d'éduquer des enfants dans des mauvaises conditions qu'on a actuellement dans beaucoup d'écoles. Moi, je travaille dans plein d'écoles. Je suis infirmière scolaire, donc je bouge dans énormément d'écoles. Donc, je vois, il y a des différences en plus. Ça aussi, c'est cruel. Il y a des différences entre les écoles. Il y a des écoles qui ont des locaux magnifiques et puis d'autres écoles qu'on laisse un petit peu à l'abandon. Donc ça, c'est un problème aussi d'égalité. Surtout que l'école, c'est un peu le corps d'un quartier, voilà. C'est-à-dire, même parfois, on choisit son quartier, parfois selon son école. Parce qu'on se dit cette école elle a l'air un peu mieux, on regarde, nous on est aussi très attachés à l'école publique et on voit qu'effectivement on a rencontré des personnes qui nous ont pas caché que bien qu'étant plutôt de gauche et plutôt avec nous dans cette campagne, des citoyens qui nous ont dit mais moi j'ai fait le choix, un autre choix. Alors on ne juge pas, c'est le choix de chacun, mais derrière c'est un constat de oui mais l'école publique s'est dégradée. Voilà, c'est le constat de dégradation. Et nous, on n'est pas là pour dire, c'est dégradé, donc on arrête tout. Voilà, on arrête tout, on laisse tomber. On se dit qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème de moyens humains. Bon, c'est une chose. Il y a des choses qui sont de l'éducation nationale. Là-dessus, Sandrine l'a évoqué, c'est d'autres combats que on pourra mener d'un point de vue politique. Voilà, que le maire et ses adjoints pourront mener. Surtout le maire, il pourra porter des choses au niveau national. Ça, c'est possible. Mais après, il y a également les investissements, l'infrastructure. Tu as parlé des bâtiments, il y a aussi les accès aux écoles. Parfois, c'est le Far West. Devant les écoles, on voit les gens, ils posent leur bagnole, on ouvre la porte, allez, vas-y, etc. C'est une vraie insécurité devant. Même ici en bas, au coin de la rue. Voilà, alors je vais pas faire la liste, pas citer des écoles particulières, parce qu'après, ça serait montrer du doigt une école. En France, c'est pas organisé comme dans certains pays. Les écoles sont dans les quartiers. Et puis, il y a eu aussi les attentats des années 90 qui a fait que on peut plus se garer justement devant les écoles, donc les gens ils n'ont pas forcément la place parce qu'on n'a pas pensé à créer des places de stationnement en ville notamment, donc ça crée des doubles files des fois. Voilà, et pourtant on va pas dire qu'il n'y a pas de moyens parce qu'il y a quand même des personnes qui aident, par exemple les enfants le matin, qui sécurisent par exemple un passage piéton. Ce sont des fonctions, des missions qui sont excessivement utiles. Des gens souvent, d'ailleurs on n'en parle pas souvent, ces personnes qui sont là le matin, c'est des oubliés. Un peu, qui sont extrêmement utiles, mais nous, on veut aller beaucoup plus loin, donner vraiment un coup de boost en rénovant, en améliorant les accès et en ayant derrière des prises en charge avec ATSEM. Et tu as oublié de parler également du retour de l'heure d'études gratuite. Moi, ça m'a étonné d'ailleurs que ça ne l'était plus. Bon, j'ai 30 ans, donc je suis pas vieux, donc je me suis dit qu'après tout, ça n'avait peut-être pas dû changer, mais que l'heure d'études était encore gratuite. Non, entre-temps, il y a eu une réforme, et puis après, on est revenu au système d'avant, et puis au passage, hop, on a sucré le truc. Hop, et c'est payant. Bon, moi, je trouve que c'est quand même une discrimination, parce que la plupart des gens n'ont pas la possibilité. C'est 16h30, c'est ça? Bon, à 16h30, franchement, c'est compliqué quand on travaille d'être à 16h30 pour aller chercher son enfant à l'école. Donc, se dire que vous êtes quasiment obligé, quoi. C'est une obligation. Après, il peut y avoir les grands-parents. Ou la nounou. Voilà. Mais après, il y a ceux aussi qui auront les moyens et ceux qui n'auront pas les moyens. C'est toujours pareil. Donc là-dessus, c'est une réelle discrimination. Donc là-dessus, il faut, l'heure d'études, qu'elle redevienne gratuite et également proposer peut-être aussi une offre périscolaire, peut-être un peu plus attractive. Voilà. Ça sera. C'est là où on parle d'éducation populaire dans notre programme.
c'est en lien, hein, ça. C'est-à-dire que c'est travailler aussi avec tous les organismes qui existent autour, les centres sociaux, les amicales, qui, elles, peuvent proposer justement des choses aux enfants après l'école. Mais encore, faut-il les soutenir? Faut-il travailler ensemble? Et ce qui n'est pas le cas actuellement. Justement, sa dernière réforme là, qu'ils ont mis en place par rapport à ces activités périscolaires, ça donne quoi aujourd'hui? Alors, il y a plus d'activités. Non, il y a plus d'activités après l'école. Il y a à partir de 16h30, c'est les centres sociaux qui prennent en charge les enfants, mais c'est payant pour les parents. Mais il n'y a pas d'activité, c'est juste on va dire une garderie, quoi. Ils prennent le relais. Ils prennent le relais. Et les parents payent, c'est ce que disait Florent. Mais il n'y a plus d'activités dont tu parlais. Ouais. Là, voilà, non, ça n'existe plus, ces activités-là. Quand on est revenu, non, c'est quand on avait l'école encore jusqu'à 15h. Oui. Voilà. Là, maintenant, qu'on est revenu à 16h30, il n'y a plus ces activités. D'accord. Mais dans la tête de ces petits jeunes, ça doit quand même les chambouler pas mal, quoi, parce que ils n'ont pas de rythme régulier. Là, maintenant, ils ont le rythme. Si maintenant, ils ont un rythme. Ils travaillent du lundi au vendredi. Du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il n'y a pas d'école le mercredi maintenant. D'accord. Ok. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on propose aussi, et pas oublier, c'est que on propose aussi la création, l'ouverture d'une école à Saint-Étienne. Donc, le site sera à discuter avec les habitants, hein. Mais il y a une telle augmentation du nombre d'élèves à Saint-Étienne. Les écoles sont tellement surchargées, les classes sont tellement surchargées qu'on a vraiment absolument besoin d'une école supplémentaire à Saint-Étienne. C'est une de nos propositions très importantes les parents, pour l'éducation. ils en disent quoi de tout ça? Parce que forcément, c'est leurs enfants. Bon, quand ils voient que leurs enfants sont dans des classes surchargées. Mais bien sûr que les parents, ils sont pas satisfaits de l'éducation nationale. C'est justement ce que Florent disait. Et la réponse, de plus en plus souvent, c'est, on mettra nos enfants dans le privé. Alors, dans le privé, les classes sont pas moins surchargées, hein, faut pas croire, hein. Mais dans le privé, il y a plus d'encadrement. Voilà. Et nous, on sait bien sûr que les jeunes années des élèves, c'est là où ils ont besoin du plus d'encadrement, hein. C'est ces années-là qui sont les plus importantes dans l'éducation et dans les apprentissages. C'est aussi pour ça qu'on propose d'ajouter une ATSEM supplémentaire. Bien. Moi, ça me va. Dernière chose, c'est aussi pour la cantine, parce que donc ça fait partie aussi de ce qu'une municipalité doit gérer, la cantine scolaire. Et là aussi, il y a encore énormément à faire, hein, au niveau des cantines scolaires. Quand on parle avec les élèves, avec les parents d'élèves, il y a énormément de parents qui se plaignent des repas. Oui, mais bon aussi, je peux dire que ça fait 20 ans qu'on en parle, hein. Les moi aussi, quand j'étais au collège, c'était la même histoire. Par contre, quand j'étais au primaire, l'école, c'était la cantine, c'était dans un centre de personnes âgées. D'accord. Voilà, et nous on allait manger avec ces gens. Avec eux. C'est intéressant. Mais il peut y avoir comme ça. Mais on mangeait hyper bien, et c'était la ville qui prenait ça en charge, et ça coûtait presque rien à l'époque. Je crois que c'est comme ça à Saint-Chamond actuellement. Je crois qu'ils ont fait quelque chose comme ça là. Avec les aînés et tout ça, c'est bien parce que eux ils voient des enfants, ils sont contents. Rencontres. C'est bénéfique à la fois pour les enfants et puis pour les personnes âgées finalement. Donc, vous voyez qu'on des fois en parlant, on a des idées. Ah ouais. On va le noter. Non, mais c'est surtout que derrière ça, il y a un enjeu aussi d'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de manger sainement et de manger local. Vraiment, nous on n'est pas dans on veut du bio partout parce que c'est du bio. C'est pas un poivron mangé hors saison dans un sac plastique. C'est pas ça qu'on prône. On se dit, regardez cette région qu'on a quand même à Saint-Étienne. Il y a une ville, il n'y a pas assez de nature. Regardez tout ce qu'il y a autour. On a des quartiers qui sont magnifiques. Je parle le quartier de la Métard, c'est un quartier qui est extrêmement vert. Bon, que ce soit Montchauvet, Beaulieu, il y a plein d'espaces de verdure. Bon, Saint-Victor, Roche-Taillée, ça monte jusqu'à Salvaris, la Barbanche, tout ça. Enfin, la nature, elle est extrêmement présente. Et on se dit là-dessus, on pourrait, nous, ici, produire localement. Produire localement des produits sains qui seraient mangés par des petits Stéphanois dans des écoles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à une autosuffisance alimentaire du jour au lendemain comme ça, mais je pense qu'on peut avoir cette ambition quand même, que d'autres villes n'ont pas, que d'autres villes ne peuvent pas avoir. Pour des raisons climatiques, pour des raisons, Et au niveau pédagogique, c'est bien pour les enfants justement d'aller sur ces terres
voir comment on cultive Bien sûr. et voir aussi grandir les légumes. Et pas seulement Parce dans que les ça terres. sort pas de terre comme ça tout Pas seul. seulement que dans les terres. On peut parler des Il y cours, avait- on peut parler des cours d'école, par Oui. exemple. Oui. On peut déjà avoir sur l'école. C'est-à-dire qu'on sort quand même de 6 ans de plan de bétonisation. Alors, bétonisation. Alors, il paraît qu'il y a du goudron un peu plus écolo maintenant qu'on met autour des arbres qui laisse passer l'eau. Enfin bon, je suis pas très technicien de tout ça, mais bon, il paraîtrait. On sort de 6 ans de bétonisation des cours d'école. Ça donne quand même une image. Enfin, que voulez-vous qu'ils fassent les enfants? Comment voulez-vous les inciter, leur montrer, leur montrer le chemin là où il faut aller pour vivre mieux, pour manger plus sainement quand il y a que du béton? Donc déjà, d'un point de vue pédagogique, il y a pas d'outils. Donc là-dessus, nous, c'est quelque chose auquel on tient. Revégétaliser les cours d'école, en faire des outils de pédagogie, en faire aussi des outils de bien-être. Avec des jardins potagers, des choses On comme peut ça. imaginer des potagers. Parce que ça se fait déjà, il y en a ils qui mettent le des font. poules, il y en a qui mettent des moutons, des brebis. Voilà, il y a même des villes où on arrive à tondre la pelouse avec des moutons. On fait du pastoralisme en ville. Ça Oui. existe. Hein, Oui. c'est des choses qui existent. Bon, Ils notamment- reviennent aux sources. Hein. Voilà, mais c'est des choses. Il y a même des villages qui sortent les charrettes avec les bœufs. Donc, Mais sans... c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des villes maintenant qui font des écoquartiers. Vous avez des gens se baladent à cheval. Ouais. Voilà. Bon, je dis pas qu'on va faire ça tout de suite à Saint-Étienne, mais en tout cas, ce qui se fait parfois ailleurs, qui peut poser parfois un peu question, qui interpelle. Nous, on est quand même une grande ville avec des moyens conséquents. On peut peut-être déjà expérimenter certaines choses. Et puis sur les cours d'école, quand même, on peut quand même largement. Mais sur l'idée des potagers pédagogiques au sein des cours, des classes, à l'apprentissage de la théorie à la pratique, pour moi c'est bien. C'est bien. Parce que moi je sais pas comment on fait personnellement, cultiver une carotte ou des tomates, je n'ai aucune idée. Non, mais c'est sûr qu'il faut pas que les enfants se forment à ça et s'intéressent Non, à mais la au moins, nature. ils peuvent voir comment Bien sûr, justement oui. la Voilà. nature se développe et que nous sommes responsables de cela justement, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie et qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent à cœur justement les problèmes d'écologie pour leur devenir, leur avenir, et que la pollution ils en ont un peu marre. Donc c'est bien de leur faire comprendre que ce processus écologique de nature, c'est pour nous, comme eux, c'est très important. Et nous, c'est au-delà même de l'écologie. On n'est pas seulement dans une idéologie qu'on met sur le papier, on se dit tiens, on va faire de l'écologie. C'est que vraiment, on pense qu'à Saint-Étienne, déjà, on a un potentiel, que c'est une ville qui est verte par le biais du foot, mais qui pourrait devenir verte d'une autre manière, vraiment en ayant une nature qui arrive en ville, qui est présente en ville, qui n'est pas assez présente en ville, et que ça peut vraiment être un caractère, ça peut vraiment être un indice d'attractivité, quelque chose qui donne envie de venir à Saint-Étienne, quelque chose qui fait qu'on est fier d'être stéphanois, pas seulement quand on gagnera un match de foot, ce temps-ci, certes, on en gagne un peu moins, mais pas seulement ça, mais qu'on a envie de venir à Saint-Étienne, parce qu'on se dit, mais cette ville, elle respire, littéralement. Ça peut passer par des jardins urbains, les cours d'école, c'est une piétonisation accrue, des transports en commun plus accessibles, gratuits, ça a déjà abordé lors d'une précédente émission. Voilà, ce sont différentes choses qui peuvent donner envie aux gens de venir à Saint-Étienne et de se sentir bien, de se sentir mieux. Moi, personnellement, une ville qui propose des transports gratuits va plus me séduire, parce que je me dis que si je paye des impôts locaux, au moins je sais que mes impôts locaux, ils servent à quelque chose. Alors, on va pas revenir trop dans le détail peut-être là-dessus, mais en tout cas, nous, que les gens se posent parfois la question de savoir comment on finance. On a un budget de la métropole stéphanoise qui, je crois, est à peu près de 350 millions. Je peux me tromper à 10 millions près. Hein. Je sais pas. Pierrick Corbon, il se tromperait pas à ma place, je le sais bien. Mais à 10 millions près, ça va encore. Oui, on accepte. Voilà. On est sur un budget très conséquent. Nous, on est sur une mesure plutôt qui va être vers les 25 millions. D'accord? Donc, on se dit, mais à quoi ça sert tout le reste? Déjà. Et nous, on se dit, cet argent, ces moyens financiers, qui sont financés par des impôts, des ménages, des entreprises, nous, on préfère l'orienter vers le plus grand nombre. Parce que les transports, les gens les prennent. Hein? On les prend quand on va au travail, certains pour une famille, quand vous avez l'un qui est au lycée, l'un qui est au collège, etc., etc. Si vous avez un des deux parents qui travaille en ville, par exemple, qui prend, ça fait quand même du monde. Hein? Donc, niveau abonnement, c'est pas mal. C'est très cher, oui. Voilà. Donc, quand on prend point par point tout ça, on se dit, mais finalement, ça concerne quand même beaucoup de gens, également les personnes âgées, dont on parle peu, en porte-à-porte, on en a rencontré beaucoup, qui ont été très attentives à cette proposition, parce qu'elles ne prennent plus leur voiture.
Elle paye combien les personnes âgées sur les abonnements Stas? Alors, personnellement, je ne connaîtrais pas le prix exact de combien paye une personne de plus de Je ne vais 60 pas non ans. plus demander le prix d'une baguette. Voilà. C'est pas une question Moi, je piège. peux vous dire Non, combien on... C'est pas une question piège. Personnellement, moi, je suis salarié, je paye 37 € par mois d'abonnement. Oui. Voilà, mon employeur m'en rembourse la moitié. Donc voilà, alors les étudiants payent forcément moins. Donc une personne âgée doit peut-être avoir un tarif spécifique, mais là, Alors, je pourrais pas dire le prix pour exact. pour les collégiens, c'est 180 € par an. Hein. C'est 180 € par an, l'abonnement par an. Donc, si vous avez 3 enfants, ça vous fait presque 500 € par an pour qu'ils puissent aller à l'école quand même. Qu'ils puissent, voilà. Et alors nous, ça nous pose énormément de problèmes au niveau des établissements scolaires parce que on a des élèves qui, alors normalement, les élèves sont dans leur zone, on va dire d'habitation. Mais il y a aussi des élèves qui parfois viennent de plus loin pour X raisons. Qui passent dans des lycées techniques. Pour X raisons, qui doivent donc prendre les transports en commun. Et ben ça leur fait des sommes énormes. Et tu parlais de précarité, on a plein de familles qui sont en difficulté, nous, dans les établissements scolaires, pour payer les transports en commun à leurs enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école quand même. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est une mesure qui va faciliter la vie de nombreuses personnes. Alors c'est une mesure qui va pas se mettre en place de suite. Bien ça, sûr, il faut bien l'expliquer. Bien sûr. Voilà, c'est une mesure de justice sociale. Tout à fait. Parce qu'il faut bien une mesure pour l'écologie, bien entendu, mais c'est une mesure aussi de justice sociale. Il faut rappeler qu'il y a la délégation de services publics, il y a des contrats de concession et qu'il faut négocier tout cela pour reprendre à la charge de la commune. Pour le moment, effectivement, on peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Mais malgré tout, j'insiste vraiment là-dessus. C'est quelque chose, c'est pas seulement pour les jeunes, hein, c'est aussi pour les personnes qui ont des difficultés tout simplement aussi à se déplacer. On n'en parle pas suffisamment, ces problèmes de mobilité. Surtout que Saint-Étienne, il y a quand même 7 montagnes, c'est ça? C'est cette colline, comme on dit. Les comme à montagnes, Rome. peut-être pas. Voilà. Il y a Rome, Saint-Étienne. Il y a des monts, c'est des monts, c'est des petits Des monts. collines. Ouais. Voilà. Bon, je sais pas si on compte les crassiers dedans. Non, je crois qu'ils ne sont pas comptés. Non. Et les 2 mamelles, en plus. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on a beaucoup rencontré 2 personnes âgées. On est quand même entre 400 et 700 mètres d'altitude, c'est ça? Oui. Vous voulez pas que je parle des personnes âgées? Si. Ben non, mais c'est par rapport à ça. Non, mais c'est par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des grandes montées, il y a des quartiers où il faut beaucoup monter, donc c'est pas évident. Justement, les quartiers collinaires sont très mal desservis par les transports en commun. Hein. Moi, j'habite tout en haut d'une colline, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bus. Hein. C'est là où dans la mesure de gratuité, il va falloir aussi intégrer l'idée d'améliorer le réseau, d'améliorer la desserte. Ça, c'est très important. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, parce que quand vous faites une réunion publique et vous rencontrez des gens qui vous disent mais ça va être compliqué. Comment ça va être compliqué? Mais écoutez, moi je suis pas sûr d'avoir un bus. Comment je fais? On va pas dire aux gens prenez votre voiture. Les gens vous répondront, certains, j'ai pas de voiture, je peux plus conduire. J'ai 85, 90 ans, vous vous rendez compte? Là vous êtes un peu bloqué. Vous vous rendez compte que c'est des personnes qui, c'est comme ça, hein, font que se déplacer c'est plus compliqué. Et que pour elle, avoir un arrêt de bus pas loin, des bus, et puis un accès aussi bien à la bonne hauteur. Hein. C'est comme quand on a une poussette, c'est pareil. Justement, les arrêts de bus, est-ce qu'ils sont aux normes à Saint-Étienne? Oh là, il y en a quand même pas mal qui sont aux normes. Après, on peut toujours améliorer, faire des petits détails, mais malgré tout... C'est pas tant les arrêts de bus qui posent problème, c'est les trottoirs à Saint-Étienne. Oui, justement, je parlais des trottoirs, parce que théoriquement, maintenant, ils doivent arriver à hauteur de la première marche du bus. Voilà. Oui. Mais après, pour pouvoir résoudre ces petits soucis du quotidien, il faut que les habitants puissent les exprimer. Donc on a parlé tout à l'heure de démocratie. Aujourd'hui, les Stéphanois n'ont pas vraiment les moyens de s'exprimer. Il y a des conseils consultatifs à Saint-Étienne, par exemple sur la culture. On ne sait pas trop quand ils se réunissent, on ne sait pas trop ce qu'il en ressort. Très opaque. Je ne sais pas si vous avez eu des comptes rendus, nous. Ceux qui viennent dans nos émissions font des comptes rendus, oui. Voilà. En tout cas, nous, c'est en tant que citoyen. Ils font des comptes rendus sur le fait qu'il n'y a pas de compte rendu. Hein. Voilà. Voilà. En tout cas, en tant que citoyen de base, vous recherchez, vous ne trouvez pas beaucoup d'informations. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. En tout cas, pas facile à chercher. Donc, très peu de transparence sur ces conseils consultatifs. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de vie de conseil de quartier. Alors, c'est pas la panacée. D'accord? On ne dit pas que c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Il paraît que certains disent oui, mais on parle des crottes de chiens, etc., machin, mais ces petits... Alors, on dit, ça fait partie des choses. Mais bien sûr. Ça fait partie des choses, comme le fait que, par exemple, je vais prendre
À la Métard, il y a un arrêt de bus, boulevard Alexandre de Freycinet, qui est en plein virage. Il y a certaines personnes âgées qui nous ont dit, mais vous vous rendez compte, cet arrêt de bus, il est en plein virage. On a les jeunes qui descendent du portail rouge, ils traversent en plein milieu, c'est la galère, c'est dangereux, etc. Très dangereux. Hein. Alors, je dis pas que nous, on va arriver, on va dépasser l'arrêt de bus. Je dis pas ça. Mais les gens, ils nous l'ont exprimé en porte-à-porte, mais ils peuvent pas le faire autrement. Ils peuvent pas le faire autrement. On va leur dire quoi? D'aller sur Internet, d'envoyer un mail? Sérieusement, c'est pas sérieux. Moi, je peux le faire, envoyer un mail, mais c'est pas pour les jeunes comme moi qui ont le smartphone. Il faut que tous les Stéphanois puissent s'exprimer. Et beaucoup de gens ne peuvent pas le faire, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur âge. C'est pour ça que il y a une application qui existe pour Saint-Étienne? La ville de Saint-Étienne? Mobilisé, non? Oui. Mobilisé, donc on peut envoyer des photos, on peut signaler des choses. On peut le Ah, faire. d'accord, Oui, ok. bien sûr. Oui. Donc, je sais pas, moi j'ai utilisé le Messenger du maire une fois pour dire que Est-ce qu'il t'a répondu? je ne sais pas, mais en tout cas les marches du Cred Rock se sont bien améliorées en quelques temps, parce que c'est vrai que les marches étaient bon, c'était comme ça. Bon, c'était avant de m'engager, mais c'est vrai que quand on est citoyen, on voit des petites choses comme ça. Et on se dit, mais voilà, ça nous paraît aberrant, ou même dangereux, tout simplement. Vous êtes au Cred Rock, vous montez les marches. Moi, je faisais mon footing, je fais, oulala, il y a un caillou qui part. Et puis on se dit, mais ça, il faut faire quelque chose. Parce que c'est pas beau, parce que c'est dangereux, parce que quand il neige, attention, c'est une patinoire. Et c'est pas des petits problèmes, c'est des choses qui font que ça peut, dans une vie, causer des petits soucis. C'est comme un trottoir pas assez large, où il y a à la Vivarese, par exemple. Allez faire un tour en poussette à la Vivarese. Alors, vous avez gagné. Voilà, moi je pars chez moi. C'est le parcours du combattant. C'est le parcours. Hein. Vous avez un poteau, vous repassez là, c'est en plein milieu, tac tac, c'est vraiment le parcours du combattant. Et c'est bien dommage parce que c'est une très belle colline et un très beau quartier. Mais c'est des petites choses comme ça. Eh bien, si on les vit pas, si c'est pas dans notre environnement quotidien, ben on peut pas les connaître. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'élu, on peut pas tout connaître. Il peut se passer beaucoup de choses en 6 ans. On va pas être dans une tour d'ivoire et les conseils de quartier, c'est une manière aux gens de s'exprimer. oui, et puis les choses, elles vont pas se faire du jour au lendemain. Ça. Voilà. Et puis aussi d'expliquer aux gens pourquoi on fait ça ou pourquoi on le fait pas et avoir leur retour. Parce que dans les choses qu'on va mettre en place, il y a des choses qui ne marcheront peut-être pas tout de suite ou qui seront peut-être incomprises. Quand ils font des travaux sur l'espace public, est-ce qu'il y a des panneaux qui expliquent justement pourquoi ils font tels travaux et combien ça a coûté, par exemple? J'ai pas d'exemple moi à donner là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que parfois, moi, des travaux que j'ai eu, que j'ai pu voir à un moment en centre-ville, bon, c'est quand ils ont mis les zones 30, par exemple, ils ont mis des... On a fait de la peinture par terre. Ça n'a pas été expliqué Voilà, du tout. pas eu d'explication. Non. Ouais. Je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, je trouve que personnellement, je trouve que en centre-ville, parfois, ça roule un peu trop vite. C'est vraiment très dangereux. On prend la rue de la Résistance, par exemple, vraiment une toute petite rue. Cette section de stop qui ne sont jamais respectées, d'ailleurs. Pardon. Je l'avais Oui, évoqué la dernière fois, mais j'ai voulu planter ma caméra une fois, hein, vraiment, et rester 1 heure et compter le nombre de personnes qui s'arrêtaient au stop. Oui, bon, vous avez des canisettes publiques là où il y a un peu d'herbe là. Voilà, si vous êtes sur le trottoir, c'est les crottes de chiens ou les voitures qui vous écrasent. C'est très sympa. Donc, non mais voilà, quand on je préfère écraser les crottes de chiens que me faire écraser par les voitures. C'est ça. Mais quand on parle c'est dommage parce que c'est vraiment en plus, on a la rue de la ville, la place. Et là aussi, les trottoirs ils sont pas très larges quand même. On a un gros problème de trottoir à Saint-Étienne. C'est ce qu'on disait. Oui. 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 Non mais on a la rue de la ville, la place Bouin va pas loin. C'est un peu le vieux Saint-Étienne. C'est pour ça, pour moi, c'est quand même des rues qui devraient être piétonnes. Et ces rues qui sont parallèles à la place, dans la continuité, ça devrait être ce carré du centre-ville devrait être piéton en fait. C'est là, nous, justement, dans le programme, on dit qu'on voudrait effectivement agrandir un petit peu la piétonisation, redonner un petit peu la place aussi aux piétons, hein, en discutant évidemment avec les habitants sur quelle rue, parce que là, voilà, tu parles de certaines rues, mais ça aussi c'est en concertation qu'il faut le faire. Ils peuvent quand même supprimer un côté de stationnement. En plus, je crois il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, il y a plein de sur choses deux, qu'on peut faire. élargir un côté. Bien sûr, pour rendre vraiment un peu plus de place aux piétons, parce que ça permettrait aussi de redynamiser le commerce. On le sait, hein, je veux dire, ça a été prouvé dans plein de villes, donc ça je veux dire, il n'y a pas besoin de le vendre. Je pense que les gens en ont conscience que de piétoniser un centre, ça redonne de l'air, les gens ont envie de revenir, ça redonne donc au commerce, au restaurant, au bar, de la vie, quoi. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'on a vraiment, on a travaillé, on a avec nous aussi dans la liste des gens qui sont dans l'urbanisme
et qui ont travaillé énormément là-dessus, justement, sur comment on peut avoir une vision aussi de l'urbanisme à Saint-Étienne en parlant des trottoirs, en parlant de la piétonisation, du vélo, comment on peut articuler tout ça, parce que c'est ça, hein, c'est compliqué. Que tout le monde trouve sa place. Finalement. Mais donc ça, c'est pareil, ça demande quand même une vision très large et ça demande de le discuter, de le concerter avec les habitants, parce que c'est eux qui sont les experts d'usage de leur... C'est ce qu'on dit, hein, et c'est pas... Et on le dit pas pour faire plaisir aux gens, c'est la réalité. On le sait même en santé. Tu dois savoir aussi que les meilleurs experts de leur santé, c'est les patients, c'est pas les médecins. Et ben c'est pareil pour les quartiers, pour les territoires. Les meilleurs experts, c'est les usagers. Donc c'est avec eux qu'il faut travailler. Sûr, ouais. Et c'est sur toutes ces questions-là, il faut vraiment qu'on travaille ça avec eux et de manière globale, vraiment de manière globale. C'est pas que des petites choses comme ça à droite à gauche, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. Et ça, je pense que, moi, je suis assez fière du travail qui a été fait par toutes les équipes qui ont travaillé. Ça, vous en avez peut-être parlé un petit peu la semaine dernière. Il y a eu un énorme travail dans le programme par plein de groupes sur plein de thématiques différentes, mais après qui ont été vraiment fusionnés pour qu'il y ait vraiment un projet d'ensemble, mais qui soit cohérent. Surtout sur la solidarité, l'écologie, la démocratie. Donc, je pense que vraiment, la qualité du travail, elle se voit, je pense, dans notre programme, parce qu'il y a eu un énorme travail, justement, autour de... Et parce qu'on a aussi expérimenté ce travail d'équipe qu'on aimerait mettre en place, d'ailleurs, dans notre démocratie, dans nos mesures démocratiques. Donc, on a expérimenté que ça marche et qu'on voudrait pouvoir le faire vivre de manière plus large à toute la ville. C'est ambitieux, mais non, je pense pas que ce soit ambitieux. C'est une belle ambition. Oui, voilà. Enfin, disons que c'est un projet qui est cohérent déjà. Oui. Comme plusieurs listes, c'est vraiment aujourd'hui, vous vous intéressez vraiment justement aux problématiques du quotidien. Avant, il y en a d'autres qui peut-être s'intéressent à d'autres envergures économiques et autres. Aujourd'hui, on aime bien remettre justement les citoyens au cœur de la société. Ça, je le dis souvent. C'est que y a des gens qui sont dans la cité et qui vivent au quotidien dans la cité et ils sont pas juste consommateurs, mais ils doivent être aussi acteurs. Ouais. Et moi, je l'ai toujours dit, hein, même quand j'étais dans le milieu associatif à Toulouse, pour moi, c'était essentiel que ne serait-ce que les jeunes qui travaillaient au sein d'activités autres, qu'ils soient acteurs de leur projet et non pas consommateurs. Voilà. Et puis, quand tu permets aux gens d'être acteurs, ils sont aussi responsables. Donc, ils doivent aussi avoir des devoirs, en fait. C'est ça. S'ils pensent que ça vient que d'une sorte de bulle en haut, un peu énigmatique, ils se disent, bon, c'est pas notre faute. Quoi qu'il se passe, on y est pour rien. Et d'ailleurs, après, on est dans une sorte de râlerie permanente, c'est pas bien. Et on n'est plus dans la construction. Pour être dans la construction, faut qu'on nous laisse être dans la construction. Oui, il faut qu'on nous le permette. Les élections, elles servent à ça aussi. Et ça sert à ça, effectivement. Ouais. Voilà, qu'on puisse un peu plus d'horizontalité. C'est ça. Que de la verticalité. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur et qu'on a essayé de mettre dans toutes les parties de notre programme et qu'on expérimente ensemble tout le temps depuis le début. Voilà. Non. On t'a coupé la parole. Non, il faudrait la prise qui est derrière, juste la bouger un petit peu. Ça devrait le faire là, je pense. Allô. Ouais. Un petit peu. Tu vas avoir un problème. Juste... c'est bon. C'est bon. Ah d'accord. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que on est vraiment une équipe de bûcheurs. Parce qu'on sait très bien que quand il y a un an, quand il y a eu première réflexion pour élaborer un projet, on était d'ailleurs pas tous là. Moi, je venais un peu d'arriver, je regardais un peu ce qui se passait. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas là que ça se joue l'élection. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment dans la campagne. Mais il y avait vraiment ce constat partagé que le projet devait venir vraiment aussi des Stéphanois. On avait l'impression, je vais prendre un projet, par exemple, un projet comme Style, c'est des projets qui tombent comme ça d'en haut, tout d'un coup, on décide... Est-ce qu'il l'avait évoqué dans son programme Alors, j'en ai pas le souvenir, moi. Alors, c'est-à-dire que Gaël Perdriau s'est fait le chantre du commerce de proximité, de centre-ville. En tout cas, c'est là-dessus qu'il a... Je sais pas si c'est là-dessus C'était ça le programme plutôt. Je sais pas si c'est là-dessus qu'il s'est fait élire, mais en tout cas, ça faisait partie de ses priorités. Oui. Ce projet qui n'était pas prévu. Alors l'argument, on va reprendre un peu ces arguments. Si j'ai bien compris, le projet Style, donc très très grand centre commercial de type mall à l'américaine des années 80,
l'objectif de ce projet, c'est d'empêcher une sorte de fuite commerciale vers Lyon. Voilà. Parce que c'est vrai que les Stéphanois vont tous faire leurs courses à Lyon ou à Givors, c'est très bien connu. Hein, tout le monde y va. Et non, vous êtes à la Métard, vous n'allez pas à Netto, vous allez à Givors. C'est bien connu. Bon, non mais moi, je fais des courses à Lyon quand je suis à Lyon. Je vais pas aller à Lyon pour faire des courses. Non, vous vous trompez. Alors certes, il m'est arrivé moi-même d'aller à Primark quand je suis en formation à Lyon et d'avoir cédé à cette tentation consumériste. C'est mal. Non, mais c'est le mal. Et en plus, j'ai cité une marque. Ah là là. Puis en plus, c'est juste à jeter ce qu'ils vendent. Non, mais bon, voilà. Non, mais il faut assumer ses contradictions. Tout le monde doit savoir, tout le monde doit pouvoir assumer ses propres, contradictions. Mais malgré tout, ça reste anecdotique. Bon, vous allez à Lyon, forcément, vous êtes tenté, vous allez au resto, vous voyez une boutique qui vous plaît, bon, voilà. Mais globalement, le constat, c'est ça. Il y a une fuite commerciale vers Lyon. Et donc, il faut que les gens restent vers Saint-Étienne. Moi, j'y crois pas. Absolument pas. Non, mais je reprends. C'est l'argumentaire. Alors, je le dis un peu comme ça, moi, j'ai des amis qui adorent découvrir différents restaurants à Saint-Étienne. Bien sûr. Qui découvrent des commerces qui ne connaissaient pas juste parce qu'ils n'avaient pas tourné la tête au bon moment. Ils se disent, je savais pas que c'était là. Et justement, des fois. Puis c'est surtout qu'on a pas mal de zones commerciales à Saint-Étienne aujourd'hui. C'est pas un truc dans lequel on manque. Donc aujourd'hui, il y a ce centre commercial. De l'autre côté, le maire, donc Gaël Perdriau, lui, dit moi, en centre-ville, vous voyez, je fais le samedi de la gratuité, 3 heures de gratuité, etc. C'est génial, vous avez des bouchons partout en centre-ville. Hein, alors en gros, c'est la gueule du loup maintenant, le centre-ville. Le samedi, c'est génial, 3 heures de gratuité. Tout le monde essaie de venir se garer aux Ursules, là, un peu partout. De toute façon, il n'y a pas la place. Hein. Donc, de toute façon, au niveau parking, on ne peut pas concurrencer les zones commerciales. À moins, je sais pas, sinon on rase la moitié du centre-ville. Peut-être qu'on pourrait y arriver. Mais je crois pas que ça soit une bonne idée. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. D'un côté, on dit aux gens, venez en centre-ville, vous aurez une place de parking, ça sera gratuit. Et puis de l'autre côté, donc effectivement, les gens passent, je sais pas, vous faites par exemple du rond-point en centre-ville, prenez le chrono. Regardez combien de temps vous mettez. Vous allez mettre un temps fou. Parfois 10 minutes pour arriver en centre-ville. Quand ça va bien, après, il faut le temps de se garer. Après, si vous trouvez une place, allez, même si c'est gratuit, vous faites, hop, vous allez dans votre boutique, vous revenez avec vos sacs. Enfin, ça prend un temps fou. Donc quand on dit il faut faire des places, c'est ça qui va sauver le commerce, c'est de la bêtise. Moi je trouve que c'est de la bêtise. Ou peut-être que c'est vraiment qu'on n'a pas le même point de vue. Mais moi je trouve vraiment que c'est de la bêtise et que c'est pas ce qu'envie les consommateurs. C'est une idéologie un petit peu passéiste et des années 70-80. C'est plus du tout ce dont les consommateurs ont envie maintenant en tout cas. Oui, il y a vraiment l'envie aujourd'hui d'avoir des centres-villes, peut-être piétons, plus naturels. Dès qu'ils soient accessibles en transport en commun. Accessibles. Développer les transports en commun en conséquence. Voilà. Et s'il y a des places de parking, elles doivent être plutôt en périphérie du centre. Il faut qu'il y en ait. Des parkings relais, il faut qu'il y en ait, il faut en développer. Mais pas en plein centre. C'est pas en plein centre. C'est vraiment, pour moi, je dis la gueule du loup, quoi. Je dis aux gens d'aller se garer à Jean Jaurès. Pourtant, il y a le parking côté Zénith qui, lui, est inoccupé en journée. Oui. Donc, il y a possibilité de mettre en place. Avec la nouvelle ligne de tram aussi, dont le parcours, on voit, n'est pas finalement tip-top, malgré tout. Oui, parce que c'est plus facile de passer il est là. De l'autre côté. Il est là. On n'y reviendra pas dessus, c'est comme ça. Le trajet est là, et on peut peut-être en faire finalement, on peut s'appuyer sur ce parcours pour trouver des moyens d'endroits de stationnement spécifiques, arborés, pas que du béton, mais pour avoir des parkings relais, des endroits relais, comme ça, pour que les gens puissent poser leur voiture, parce que tout le monde ne peut pas venir comme ça, si vous venez du PSA par exemple ou Tarentaise, ou même de Planfoy. Bon, c'est difficile de venir en bus à toutes les heures, donc vous avez peut-être besoin de prendre votre voiture, mais encore faut-il savoir où la poser. Donc là-dessus, il y a deux choses. D'un côté, si vous pouvez poser votre voiture dans un parking, qu'en plus vous avez les transports en commun gratuits et qu'en centre-ville c'est plus piéton, plus nature, vous avez envie de flâner réellement, de faire les boutiques ou pas seulement, juste de se balader, le plaisir de se balader en ville. Si vous avez l'addition de tous ces éléments, vous êtes dans des conditions d'attractivité. Votre ville devient plus attractive et puis le commerce repart. En tout cas, parce que le maire dit, moi, je ne sais plus combien d'ouvertures depuis 6 ans, j'ai rempli mon contrat. Je suis désolé. Prenez la Grand Rue, vous passez la partie rue Gambetta, c'est terrible. C'est terrible de voir toutes ces friches. Donc ça, d'un côté, il y a ce que dit le maire, et d'un côté, il y a le constat. Pas que nous seulement on fait, mais que les habitants font. Il faut m'en trouver des habitants qui me diront que dans la Grande Rue, tout va bien. Que tout va bien. C'est la rue principale de Saint-Étienne. Et beaucoup de gens, notamment les plus anciens, disent c'est plus ce que c'était avant.
Et moi, quand je vois des photos, je me dis, mais attendez, voilà, les gars, Surtout que là, on n'a pas évoqué, mais il y a le départ de H&M Oui. qui va Et beaucoup oui. impacter justement la le départ de H&M et même le départ voilà d'autres commerces. Un centre 2 et qu'il va y avoir Maison du Monde, qui mais- s'en va. Il y avait CA qui était aussi apparemment sur le départ. C'est confirmé ou ça, pas? je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, alors je sais pas si Apparemment, Je sais pas si c'est une légende urbaine. la rumeur dit que Primark prendrait la place de C&A et Ouf, il n'ira plus à Lyon. voilà. Bon, Ok. je n'irai plus à Lyon. En tout cas, ce qui peut nous poser des questions, c'est l'état du centre commercial Centre 2, Oui. qui lui aussi a été abandonné. Abandonné. Et ça, c'est une question qu'on nous a posée en conseil de quartier. Hein. Les gens sont inquiets de Centre 2, de ce qui est en train de devenir Centre 2. Parce qu'on dit souvent Centre 2, les gens disent, il y a des gens qui nous disent Centre 2, c'est la zone. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu. C'est la zone, d'autant plus que les quais du tram, ils sont pas du tout adaptés à l'abondance. Enfin, le week-end, on peut pas tenir, c'est hyper dangereux. Hein. Ça, c'est dangereux. Bien sûr, mais pourquoi quand les gens disent c'est la zone, nous quand on leur dit mais si demain il n'y a plus Centre 2, Heureusement qu'il y a Auchan pour pas faire de pub, mais heureusement qu'il y a un hypermarché avec des prix Voilà. quand même abordables au centre-ville. Ah oui. voilà. Ouais. Ce qu'on se rend compte, c'est que déjà le c'est la zone, c'est pas vraiment vrai. Moi personnellement, je me suis jamais fait Non, mais- agresser en allant à Centre Oui, 2. mais les gens ils exagèrent toujours. ils exagèrent. Oui. Parce qu'ils y Et- vont le week-end, ils y vont le samedi, Voilà. donc forcément il y a beaucoup de monde. Et surtout, deuxièmement, c'est aujourd'hui, on peut se dire s'il n'y a plus Centre 2, mais qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que la situation sera meilleure s'il n'y a pas ce type de commerce? Non. Non, là, ça sera la zone. Oui, là, forcément. Parce que les gens n'auront plus rien, ne pourront plus faire leurs courses, parce que beaucoup de gens font leurs courses parce que il y a des commerces pour eux qui sont, c'est une question de De proximité. oui. Voilà. Ils ont pas de voiture. Et moi, j'ai c'est vraiment quand même l'impression pratique, c'est très pratique. qu'on laisse tomber. On laisse tomber ce type de commerce. C'est-à-dire qu'il y avait, en termes de centre commercial, comme on dit, il y avait peut-être d'autres besoins que faire un projet comme style et de laisser tomber le reste. Oui. Voilà. Et on se rend compte que quoi, H&M déménage. Il y a aussi la Foire Fouille qui se trouve à la rivière là-bas, qui va également déménager. Donc il y a beaucoup d'enseignes qui vont être impactées. On dit que ça va créer des emplois, mais bon, si c'est un déménagement d'un endroit à un autre, voilà. Et puis il faut voir aussi les emplois. Hein. On nous a vendu des emplois et des emplois. Allez voir sur Pôle Emploi. Moi je connais des personnes qui sont allées à des réunions spéciales style. Ouais, moi aussi, je Voilà, le connais. spécial style. On leur a dit, vous allez trouver du boulot. On leur a dit, mais finalement, ça sera un contrat de 15-18 heures, serveur, voilà, vous allez faire la plonge. Précaire, quoi. C'est bien quand on est étudiant. Enfin, voilà. On ment. On ment aux gens en faisant croire que c'est ça qui va sauver l'emploi. Hop, ça va tout faire repartir. Non, il y a des Non. transferts d'emplois, d'autant plus qu'il Voilà. va y avoir des emplois qui vont être supprimés au centre-ville. Voilà. Bien sûr. S'il n'y a pas la possibilité de redynamiser le centre-ville. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont au centre-ville pour aller chez H&M. Donc ces gens-là, Et puis, s'ils viennent... qui consomment aussi ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'en général, Bien sûr. c'est comme moi quand je vais à Lyon, si je vais faire quelques courses, si je vais pas à Lyon pour faire quelques courses, et quand je suis à Lyon, je fais quand même plusieurs choses à la fois. Donc les gens qui viennent au centre-ville, Il faut à la fois des marques pour attirer les gens comme ça, et après avoir plein de petits Oui. commerces de d'autant plus proximité. qu'il y en a, qui ont il y besoin en a de- plein. Bien sûr. Ah, mais on en a à Saint-Etienne. Si on prend la partie Carré Sainte-Catherine, par exemple, il y a des commerces vraiment de qualité, Oui, d'indépendants. Bien sûr. Voilà, moi j'ai habité rue Sainte-Catherine à un moment pendant à peu près 1 an et demi. C'est vrai que je voyais les commerces qui avaient pas loin de mon domicile. Il y a des librairies, il y en a des librairies indépendantes, ça c'est important. Il y a un super fleuriste, je ne citerai pas son nom, mais certains certainement verront de quoi je parle. Il y a aussi une boulangerie qui est très connue, alsacienne. Je sais pas si ça vous parle, au centre-ville vers Michelet. Ça vous parle pas? Alsacienne. Vosgienne ou alsacienne, je sais plus comment ça Pourtant, s'appelle. tu devrais connaître. J'ai toi. vécu en Alsace pendant quelques années, ça devrait me C'est vrai parler. Non, mais- on était voisins alors. Peu importe. Oui, j'ai vécu à Mulhouse pendant plusieurs années. D'accord. Ouais. J'aime pas trop la mentalité des Mulhousiens. Pardon. Pourquoi? Tout à l'heure. Voilà. Vous en parlerez tout à Ouais. l'heure. On réglera C'est ça. Voilà. ça tout à l'heure, ça va se régler. Non, mais Non. je suis alsacien quand même d'origine, hein, moitié alsacien, moitié italien. Donc voilà, donc c'est deux. D'accord, on mettra ça sur Voilà. l'Italie. D'accord, très bien. Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai qu'on a des commerces comme indépendants qui sont, j'ai cité la partie Carré Sainte-Catherine parce que c'est celle que je côtoyais tout simplement en partant au travail. Ces commerçants-là, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'ils sont également un peu délaissés. Alors que c'est eux qui font un peu la fierté, le petit plus. C'est ces commerces-là qu'on recherche quand on vient dans une ville. Quand on va, je sais pas, on parle de Lyon. Quand on va à Lyon, c'est vrai qu'il y a ces petits commerces qui existent actuellement. À Saint-Etienne, il y en a et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on mise. Alors après, il y a des locomotives.
À une époque, on avait la Fnac, c'était une locomotive. Quoi qu'on en pense, qu'on y aille ou qu'on y... Voilà, moi, personnellement, j'y allais pas spécialement, mais c'est vrai que c'était une locomotive. Ouais, et ça a tué énormément le centre-ville. Voilà, et on voit l'espace, où il y avait la Fnac, bon, il y a plus rien. Moi, depuis que je sais pas si c'est derrière, là, pour pas faire de pub une fois de plus, j'y suis jamais allé, en fait. Je passe même plus devant, donc je sais même pas ce que ça devient. Oui, et ça, c'est bien dommage. Au-delà des enseignes, et que le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'H&M ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Primark à Lyon, par exemple, c'est la question. Et surtout qu'il y a des locomotives, des commerces également indépendants. Ça, c'est un tout qui amène une attractivité. Et nous, ce que le maire se targue toujours de dire que la ville est de plus en plus attractive, etc. Alors, il prend un peu ce qu'il arrange dans les classements. Forcément, nous, on fait ce constat que sur les services publics, on est en régression. Sur la qualité de vie, l'environnement, on est en régression. Sur l'école, je sais pas si on est en régression, mais on est au moins en stagnation, en tout cas. Et puis, sur le commerce, l'attractivité, oui, un centre commercial style. Est-ce que ça répond à ce que veulent les habitants? On ne doit pas rencontrer les mêmes. Parce que dans les habitants qu'on a rencontrés, la plupart, ils sont plus attachés, je vais reprendre l'exemple de la Métard, parce que c'est un quartier que je connais bien, sont plus attachés au centre commercial, à ses abords, au fait qu'il soit un peu plus lumineux, etc., que à style. Leur problématique, c'est plutôt la petite supérette du coin, la mairie de proximité qui est là, le bureau de tabac, le bar. C'est ça leur problématique, c'est ça leur vie. Ou allez, j'ai dit netto, parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est très prisé. Bon, ça fait partie de leur problématique. C'est ça dont ils nous parlent, de ces lieux très précis. Mais à aucun moment, ils nous disent demain, mais oui, quand il y aura style. Certains nous disent j'irai. Comme ça, la cour des miracles, quoi. On va venir voir, regarder ce qui s'y passe. Je pense qu'on fera tous ça un jour ou l'autre. On va tous aller voir. Voilà. C'est aussi des lieux de promenade. Voilà, mais c'est comme quand il y a Burger King qui est ouvert, il y avait 6 heures d'attente. Bon, voilà. Donc il y a toujours il y en a qui feront pareil. Peut-être que nous, on se laissera tenter. On ira voir et puis on fera demi-tour après avoir passé 1 heure dans les bouchons. Moi, j'ai connu un exemplaire du style à Montpellier, à Odyssée Sud. C'est exactement le même truc. Franchement, je suis pas fan. Voilà. C'est bien parce que des fois, le soir, il y a quand même des restos, et il y a des choses sympas, mais hormis ça, la journée, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de retrouver les mêmes commerces qu'on a au centre-ville. On fait vachement de pub quand même ce soir. Non, mais on va être j'espère qu'ils vont nous financer là à la fin parce qu'il y a quand même quelques enseignes. Oui. Justement, j'en profite. Je soutiens droitcitoyen.fr pour faire un petit don ne serait-ce qu'à partir de 1 euro pour nous soutenir Droit Citoyen puisque nous sommes un média indépendant. Voilà. Et puis si le patron de Burger King veut faire un don, il peut aussi, c'est ça. Même monsieur le patron Bourbon, moi ça me dérange pas. Le patron de Facebook, j'ai compris que c'était visiblement non, le directeur général de Facebook. Le directeur général le patron de Facebook perso. Voilà. Peut-être perdu beaucoup d'argent, perdre beaucoup d'argent en bourse, je sais pas, donc c'est peut-être pas le moment. Non, voilà. Non, moi je fais pas de pub. Moi je dis toujours, je suis pas anticapitaliste. Ça fait partie de notre mode de vie. On peut pas faire autrement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi. La précarité, on l'évoque maintenant chez les étudiants, on l'évoque dans toutes les catégories sociales. Perdre son travail et même justement dans la fonction publique, les contractuels. Bien sûr. Parce que moi, je l'ai fait pendant 15 mois et je trouve que c'est inadmissible qu'au bout de 15 mois, on soit encore contractuel. Donc le style, pour moi, j'ai rien contre Monsieur Perdriau, mais je trouve que c'est débile d'avoir créé un truc qui va déplacer des commerces de centre-ville, qui va déplacer justement des commerces aux alentours, Villars et autres. Ça va déplacer des gens, mais ça va pas forcément peut-être créer des emplois. Ça, pour l'instant, on est juste sur on fait juste comme ça, on est dans la contestation, mais on verra après le bilan. Parce que s'il s'avère que ça ferme des commerces au centre-ville et que parce qu'il y a des gens qui sont propriétaires de leur commerce, c'est de l'investissement humain. Bien sûr. Et financier. Donc c'est pas des grands groupes capitalistes qui sont derrière. Et puis c'est une vision de court-termiste, de court terme tout ça, c'est-à-dire que on prend pas en compte justement tous ces problèmes climatiques, écologiques qui font qu'il faut changer, il faut vraiment qu'on change le système et de paradigme. On comme tu disais, c'est des projets des années 80, mais maintenant on a quand même des urgences en face des yeux. Mais moi il me semblait qu'ils avaient compris justement pas que du tout là, pas du tout. Là, l'urgence, style, c'est l'inverse de tout ça, quoi. Il faut vraiment revenir à de la proximité, l'autonomie du territoire. D'autant plus justement que les grandes surfaces, enfin les grandes enseignes des hypermarchés avaient compris.
Il fallait justement revenir Oui. au cœur des centres-villes. Mmh. C'est pour ça qu'ils auront redynamisé leur marque, justement, pour faire comprendre qu'ils étaient également présents au centre-ville, puisqu'ils l'étaient auparavant à travers différentes marques que les gens côtoyaient d'habitude, mais ils ont voulu marquer leur présence en disant, il n'y a pas que les hyper, on est aussi dans vos quartiers. Bon, la plupart, c'est des franchisés, mais ils ont recréé quelque chose de... Je trouve que les nouveaux, alors j'arrête encore de dire une marque, mais que ce soit Carrefour, Monoprix, ils font des efforts au niveau de l'agencement de leurs magasins. Ils sont quand même de plus en plus accueillants au centre-ville. Ils font quand même des efforts pour attirer le chaland. Oui. Ouais. Oui, mais eux l'ont compris, mais voilà, d'autres ne l'ont peut-être pas encore compris. Et puis il y a les commerçants indépendants aussi que je vais en parler parce qu'il y a beaucoup de commerces bio, bien entendu, et qui sont très bien agencés. Il marche pas le micro? Non. C'est encore un problème de connexion. Non, c'est un problème de surtension en fait. C'est pas un problème de connexion. Surtension. Ouais. C'est toi qui. Moi, je dis que c'est de la censure en fait. De toute manière, il est 21h49, donc là, ça va faire 1 heure. Tu vois, il est. Ouais. Non, mais moi, je serais toi, j'enlèverais la fiche carrément, je la remettrais. Comme ça, voilà. On va meubler pendant ce temps-là. En attendant. Parce qu'en fait, on voulait pas parler que de ça, on voulait parler de plein de choses. Non, mais on a abordé pas mal de choses, mais en changeant un petit peu de thématique de temps en temps, quand même. On a abordé l'éducation. Moi, j'avais dit que c'était freestyle. Voilà, quand même, on a abordé l'éducation, on a abordé le commerce, on a abordé l'écologie, la démocratie. Et puis, il y a un thème que tu as en partie évoqué, en fait, en parlant du commerce, c'est finalement la question de l'emploi. Moi, quand je parle de Netto, par exemple, on cite une marque, c'est... Il n'y a pas que moi. Non, mais c'est surtout parce qu'en fait, les habitants nous ont dit parfois, mais moi, je vais pas à tel endroit, je vais à Netto parce que c'est moins cher. Voilà, tout simplement ça. Et parce que j'ai pas les moyens. Voilà, c'est pas seulement une idée d'une marque qu'on veut mettre en avant, mais c'est surtout parce que les habitants nous ont dit, moi, je vais là parce que pas le choix. Voilà, c'est mon quotidien. Et aujourd'hui, à Saint-Étienne, il y a 25% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui est quand même très très important. C'est une ville qui est modeste de ce point de vue-là. Et donc nous, là-dessus, la ville, elle peut faire quelque chose. Il y a le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. Ça, c'est quelque chose auquel on tient. C'est un dispositif qui aujourd'hui est expérimental, qu'on souhaite étendre à toute la ville. L'idée, elle est simple. Je vais la faire de manière simplifiée. C'est que les prestations sociales, chômage, qui sont qu'on appelle du revenu passif, deviennent un revenu actif. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, plutôt qu'avoir ce revenu, eh bien, elle l'aurait, mais pour faire quelque chose, pour avoir un emploi. Voilà, que toutes les aides soient transférées d'une aide dite passive qu'on donne, à un emploi concret qui a une utilité et qui n'est pas rempli par le marché. Donc c'est vraiment... À condition que l'emploi, il correspond aussi à la volonté du demandeur d'emploi. Bien sûr, mais d'ailleurs, c'est un enjeu d'insertion, c'est un enjeu de projet avec la personne. Donner une aide comme ça, alors que là, c'est une aide, un accompagnement qui est derrière, un emploi et un accompagnement pour aider cette personne, derrière, à avoir un emploi durable. L'idée, c'est pas seulement, on fait un emploi, au bout d'un an, tu repars. C'est aller vers une durabilité. Donc, c'est quelque chose d'expérimental. Il y a des rapports qui ont été faits là-dessus, environ 2-3 rapports. Tout n'est pas parfait, mais c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qu'on souhaite développer au niveau des quartiers, même si la ville en tant que telle n'est pas le principal acteur du développement économique en France. Mais il y a quelques moyens. Il y a également sur l'économie sociale et solidaire, ces acteurs dont on parle peu, ces acteurs qui font CCE, qui font des épiceries solidaires par exemple. C'est pas décrété d'en haut comme ça par une grande chaîne. Ce sont les habitants qui créent ce genre de lieux comme ça. C'est ça l'économie sociale et solidaire. Ça va être les habitants qui vont être acteurs. Il y a également les coopératives. Voilà, tous ces acteurs-là doivent être aidés et doivent être rendus plus visibles. Et nous, on propose qu'il y ait une cité dédiée à cette question-là pour que ces acteurs se connaissent, qu'il y ait des synergies et également les rendre plus visibles. C'est pas très connu. Il y avait eu à une époque, sous François Hollande, Benoît Hamon, quand il était ministre, avait effectivement fait une loi pour encadrer ce secteur-là, la rendre plus visible. Donc ça avait beaucoup aidé. Et là, depuis qu'Emmanuel Macron est élu, il y a une régression au niveau national. Voilà, c'est pas quelque chose dont on parle parce que c'est pas business, c'est pas suffisamment business. Non, puis en général, ceux qui montent une coopérative, c'est pas pour faire du business. L'économie solidaire, c'est pas du business. Voilà. Ce que je voudrais préciser, ce sont ça peut être des entreprises, mais qui sont là.
peuvent rechercher une rentabilité, Oui, c'est normal, c'est Mais- l'objectif. mais quand pas même. de profit. Non, pour payer, c'est Voilà. c'est- Rentabilité, c'est-à-dire quelque chose de viable économiquement. Après, il faut quand même payer les personnes, mais qui est viable économiquement, donc qui n'est pas là pour pomper de l'argent public. C'est pas ça l'idée, pas du tout, même si le public peut soutenir et même voire doit soutenir pour que ça émerge. Mais l'idée, c'est vraiment de pas de profit. Voilà. Pas d'un côté, on garde un petit pécule et puis on le place. Voilà. Donc c'est un secteur qui est vraiment en devenir. Il y a beaucoup d'acteurs du monde associatif qui en font partie, également les mutuelles qui en font partie. Il y a également certaines banques, je dis bien certaines banques coopératives. Bon, je pourrais faire un peu le tri, je ne vais pas le faire maintenant, sinon il y en a qui vont me taper sur les doigts. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'acteurs sur le territoire. Ça représente beaucoup d'emplois. Et c'est vrai qu'au niveau de Saint-Etienne, on n'en parle pas trop. Au niveau national, on n'en parle pas trop. Et peut-être qu'on ferait bien, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite nous. On souhaite s'appuyer sur ces acteurs-là, les rendre plus visibles. Voilà, ça fait partie des... Il y a d'autres choses, certains moyens d'action que peut avoir la ville dans le domaine de l'emploi. Bon, en tout cas, si la semaine prochaine, vous êtes présent au deuxième tour, n'hésitez pas à revenir. Avec plaisir. Avec plaisir, en tout cas. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il est 21h54. C'est passé vite. Hein. Oui, c'est pour ça que quand c'est On intéressant... était en bonne compagnie. Ah bah oui, avec moi, c'est ce que je dis. Hein. Voilà. Et on est à l'eau, je vous précise. Je précise à tout Oui, le oui, monde. On est à l'eau, on est bien traité. Hier soir, y a pas de... Hier soir, on n'était pas à l'eau quand même. D'accord. Mais ce soir, on est à l'eau. D'accord. Donc hier soir, on était avec modération quand même. Mais, ça se fêtait quand même, Voilà. puisqu'on avait quand même commencé l'émission Vote ta France avec la liste Voilà. Intel la citoyenne. Donc on avait Voilà. commencé bien avant et c'était eux qui ont créé Voilà. justement cette envie de créer une émission citoyenne à destination des municipales et que moi, ça m'intéressait vraiment d'accueillir des colistiers et pas forcément rechercher comme font les médias traditionnels, ce que j'appelle les têtes d'affiche. Non pas que j'ai quelque chose contre eux, mais pour moi c'est intéressant de montrer que au sein de ces listes, ce sont des citoyens et souvent sans étiquette et qui font partie de la vie civile et qui ont des métiers différents. Même si souvent on a beaucoup de profs. Oui, souvent les enseignants s'engagent oui, mais beaucoup. C'est ce que je dis parce que dans eux la au vie moins publique, ils dans la savent vie de quoi politique, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont ils ont les jeunes, ils rencontrent les parents. Donc, ils rencontrent cette vulnérabilité. Merci. Et ces problèmes de vie sociale, de la précarité qu'ont les familles. On est vraiment au premier plan. Ouais. Voilà. On a tous parlé d'école ce soir. On a tous parlé d'école. Ouais. Pour nous, c'est tous une priorité. Pourtant, on a, même moi, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même vécu, mais même on moi, n'a pas la si même je suis pas profession. concerné, j'ai pas d'enfant. Je sais que c'est important parce que il faut commencer par là en fait. Voilà, et leur donner envie justement plus tard d'être citoyen, d'appartenir alors on n'est plus dans cette idée de patrie, mais être vraiment citoyen et de dire aller s'intéresser aux élections. Il faut mettre de côté justement toutes ces grandes chaînes nationales. Il faut vraiment faire de la proximité, voir les gens, participer à des ateliers, à des associations, être acteur de la vie en société et pas simplement être consommateur. Voilà, il faut pas s'interdire à être porteur de projet également, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. On parle pas assez des associations juniors. J'espère que vous en parlerez. Parce que c'est très intéressant d'appliquer des jeunes dans des projets justement de société. Maintenant, les associations juniors ont évolué et ça, c'est très intéressant puisque avant, moi, en tant que chargé de mission socio-culturelle, notamment à Toulouse, on accompagnait des jeunes à travers une structure existante. Aujourd'hui, il y a cette possibilité pour les jeunes qui sont pas majeurs, qui sont mineurs, de pouvoir porter des projets. Et ça, c'est très intéressant parce que on les intègre dans un processus justement en tant qu'acteur et de se dire voilà, on est capable de faire des choses. Et bien souvent, les jeunes qui sont dans les quartiers, ils se sentent abandonnés et ils pensent qu'ils sont pas capables de faire des choses alors que c'est pas totalement vrai. Bien souvent, quand on fait du décrochage scolaire, c'est parce qu'on trouve pas au sein même de l'éducation nationale quelque chose qui puisse nous appuyer parce qu'on a envie de faire autre chose. Voilà. Donc il y a on peut en parler pendant des heures et des heures. En tout cas, écoutez. Ça nous fera un prochain thème. Oui, voilà. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, parce que pour moi, les jeunes, c'est important que ils décident de leur avenir et pas simplement aller à l'école, subir des réformes de l'éducation nationale. Tu peux pas me regarder comme ça avec un air sévère. Hein. Non, mais je sais. Et que voilà, je trouve, mais vraiment, c'est vraiment stupide. Bon, bref, on pourra en parler pendant des heures, comme je l'ai dit. En tout cas, merci d'être venu encore une nouvelle fois. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Merci à vous tous. Merci à François d'avoir regardé de l'autre côté ce qui se passait sur Internet. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Donc cette émission ne sera pas réécoutable puisque élection Et oblige. oui, bien C'est ça. sûr. Mais en tout cas, elle sera regardable puisque elle est sur Internet. Donc quoi qu'il en soit, on la rediffusera pas sur la web radio, mais elle sera en replay juste après cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles émissions citoyennes. Il faut changer cette société. Il y a 9 millions de personnes en France qui souffrent. Je dis bien 9 millions de personnes qui souffrent. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.